Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur François Rochebloine pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si l'immensité de sa terre l'enracine aux confins des deux mondes, la Russie ne pourra pourtant jamais être un simple trait d'union entre l'Europe et l'Asie. Parce qu'il existe dans l'histoire de son peuple une force irréductible, une aspiration à la grandeur, une foi mystérieuse et profonde en ce vieil empire qui, sous la plume de Fiodor Dostoïevski, fait de celui qui a renié sa patrie, celui qui a renié son Dieu. Parce que la Russie est aussi quelque part européenne, quand Victor Hugo l'invite à se fondre étroitement dans une unité supérieure et à constituer la fraternité européenne avec toutes les nations du continent. Ce lien ancien et singulier entre l'Europe et la Russie s'est tissé au fil des siècles entre deux civilisations que le christianisme a façonnées et dont les destins se sont progressivement entremêlés jusqu'à ce qu'elles partagent une histoire, des valeurs et une histoire commune. Nous, Européens, devons à cet égard prendre pleinement conscience que l'Union européenne et la Russie sont liées par une communauté d'intérêts, qu'elles ont mutuellement besoin l'une de l'autre et que leur entente est indispensable aux grands équilibres du monde. L'élargissement du 1er mai 2004 n'a fait que consolider cette relation puisque l'Union européenne et la Russie comptent désormais 2200 km de frontières communes et que Kaliningrad, enclave russe, est entourée par la Lituanie et la Pologne. Pour autant, cette relation, si privilégiée soit-elle, est également faite de désillusions, de malentendus et d'incompréhensions, voire de profonds désaccords. Il en est ainsi des vives tensions en Ukraine qui enveniment considérablement les relations entre la Russie et l'Europe depuis le 21 novembre 2013 et le refus de Viktor Yanukovych de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Ce revirement opéré sous la pression russe, conjugué au choix de ne pas libérer l'opposante Yulia Tymoshenko, est venu signifier la volonté des autorités ukrainiennes de se tourner vers la Russie. Il a surtout fait basculer un pays tiraillé entre son histoire avec la Russie et son désir d'Europe dans un déchaînement de violence et réveiller les divisions profondes entre deux Ukraines, celle de la place Maïdan et celle du bassin houlier du Donbass. La fuite, puis la destitution du président et son remplacement par Alexandre Tourchnikov n'ont malheureusement pas permis de poser les bases d'une transition politique sereine et durable. Au contraire, la crise ukrainienne s'est terriblement envenimée pour devenir une crise diplomatique majeure et déboucher sur l'annexion de la Crimée par la Russie. En réaction, l'Union européenne a fermement condamné l'annexion illégale de la Crimée, refusé de la reconnaître et a imposé, le 17 mars 2014, ses premiers gels d'avoirs, ainsi que des interdictions de circulation aux personnes impliquées dans les actions allant contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le 29 juillet 2014, après qu'un avion de la compagnie Malaysia Airlines ait été abattu non loin de Shakhtar, l'armée ukrainienne et les séparatistes se sont mutuellement accusés d'avoir abattu l'appareil. L'Union européenne a alors décidé d'imposer des sanctions économiques à la Russie, sanctions dont le champ n'a depuis cessé de s'élargir. Ces sanctions ont été prolongées une première fois le 22 juin 2015, avant de l'être une nouvelle fois en marge du sommet du G20 d'Antalya qui s'est tenu les 15 et 16 novembre 2015. Elle court jusqu'au 31 juillet 2016. Dans la perspective de cette échéance, l'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de résolution du groupe Les Républicains invitant le gouvernement à demander la levée des mesures restrictives et des sanctions économiques imposées par l'Union européenne à la Russie. Le groupe UDI apportera son soutien à cette résolution, et ce pour 4 raisons principales. Premièrement, notre groupe voit dans ces sanctions
l'expression d'un revers diplomatique pour l'Europe et pour la France. Elles sont en effet, et en premier lieu, la conséquence de l'absence de l'Europe aux côtés d'un peuple qui lui tendait la main, dont elle est l'horizon et dont l'aspiration à la liberté aurait dû faire écho à son propre projet. L'Europe a ici fait preuve d'une léthargie coupable en se montrant incapable d'endiguer l'escalade de violence et en marchant dans les pas des États-Unis, quitte à oublier ses propres intérêts. En renonçant à s'affirmer, elle a laissé la situation se dégrader et rendu le choix des sanctions inéluctable. Enfin, ces sanctions mettent en lumière le caractère inadapté, voire totalement dépassé du cadre du dialogue institutionnel et diplomatique entre l'Europe et la Russie, cadre qui explique, à bien des égards, la rugosité de nos relations. La deuxième raison qui amène notre groupe à soutenir cette proposition de résolution est que la levée des sanctions était conditionnée à l'application des accords de Minsk du 11 février 2015, et Thierry Mariani d'ailleurs l'a rappelé. Or, il nous apparaît inconcevable de justifier la poursuite de ces sanctions contre la Russie, alors même que des entorses aux accords de Minsk sont le fait du pouvoir ukrainien. La troisième raison pour laquelle nous appelons à la levée des sanctions s'explique par leurs conséquences absolument désastreuses sur notre économie. En effet, ces sanctions ont provoqué une baisse massive de nos exportations vers la Russie et paralysé nos investissements en Russie. Ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu. Je pense plus particulièrement à notre agriculture, victime collatérale de ces errements diplomatiques, qui est aujourd'hui frappée de plein fouet par les mesures de rétorsion envers la Russie. En visite à Moscou le 24 janvier dernier, Emmanuel Macron a lui-même suggéré que les sanctions imposées à la Russie puissent être levées en juillet 2016. Il est temps de joindre la parole aux actes. Notre groupe soutiendra enfin cette proposition de résolution parce que l'Europe et la Russie ont un ennemi commun, l'État islamique et ses atrocités. La France et l'Europe doivent infléchir une diplomatie qui l'a conduite dans l'impasse et renouer le dialogue avec la Russie, sans laquelle aucune issue ne pourrait être trouvée au conflit syrien et sans laquelle l'État islamique ne pourrait être éradiqué. Enfin, au-delà même de la levée des sanctions en faveur de laquelle j'espère que l'Assemblée nationale se prononcera aujourd'hui, l'Europe et la Russie doivent donner un nouvel élan à leurs relations et la France doit en être le moteur. Ces relations renouvelées doivent se construire au cours de 3 exigences. Premièrement, il est impératif qu'une solution politique soit rapidement trouvée en Ukraine. En second, l'Europe et la Russie doivent prendre à bras-le-corps la question de la lutte contre l'État islamique afin de permettre son anéantissement. Enfin, l'Europe et la Russie doivent approfondir leurs relations en posant les jalons d'un nouveau partenariat stratégique. Ce partenariat doit être pragmatique et permettre la reconnaissance de valeurs communes autour desquelles pourrait s'engager un dialogue concret et constructif entre les deux puissances. Il doit également permettre d'approfondir les relations commerciales, la coopération dans le domaine de la sécurité extérieure et en matière de justice et d'affaires intérieures et de développer les relations dans le domaine de l'énergie. La France doit faire preuve de leadership pour que la relation si singulière entre l'Europe et la Russie trouve le second souffle dont le monde a tant besoin. Elle doit commencer aujourd'hui à montrer la voie à ses partenaires européens avec le vote que j'appelle de mes vœux de cette proposition de résolution. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci, Monsieur Rochebloine. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Paul Giacobi pour 10 minutes.